dépend à l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre notre chaîne YouTube News Lubumbashi. Plusieurs cas d'incendie déclarés ici sur la ville de Lubumbashi et bien entendu partout ailleurs. Alors quelles sont les mesures à mettre en place pour éviter des débordements? Voilà pourquoi la mairie de Lubumbashi, avec à sa tête Martin Kazemichoula, a signé un protocole d'accord avec la Chambre de commerce pour mettre en place dans la ville de Lubumbashi une structure anti-incendie. Alors quels sont les préalables? Comment arriver à concrétiser ces projets? Et quels sont les points qui doivent être considérés ou bien mis en profit pour que ces grands projets puissent être réalisés? Il y a même certains médias qui qualifient d'une première sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et c'est vrai. Voilà pourquoi nous avons approché pour vous un scientifique. Il s'appelle tout simplement le professeur Désiré Moussassa. Il a donné les préalables, il a même fait des propositions en donnant même un conseil à la mairie afin que ces grands projets puissent être mis en pratique ou bien puissent être matérialisés. C'est ce que vous allez suivre. Il a même donné un exemple pratique en rapport avec la manière qu'on doit éteindre le feu une fois déclaré. C'est ce que vous allez regarder dans cette vidéo qui vous est proposée par la chaîne YouTube News Lubumbashi, à laquelle nous vous demandons de vous abonner très massivement pour ne rien rater de nos éléments et de nos publications. Suivez. Tout d'abord, nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'on ne fait qu'emboîter ses pas, chercher le bien-être de notre population de choix. C'est un projet qui sera bénéfique pour la ville de Lubumbashi. Nous sommes sans ignorer que dernièrement, nous avons été victimes des cas d'incendie qui se sont multipliés dernièrement. Avec ce projet, on pourra résoudre des problèmes de la ville de Lubumbashi à moyen et à long terme. Voudrez-vous vous présenter d'abord? Bon, comme vous m'avez appelé de mon nom, je réponds sous ce nom-là, Monsieur Désiré Moussassa. Je suis pasteur et scientifique en même temps. Je m'intéresse également à la politique de mon pays et à tout ce qui est information du moment. Alors, selon vous, quelle serait la cause de cas des incendies à répétition ici à Lubumbashi? Merci beaucoup pour la question. Il y a beaucoup de causes qui sont à la base de ces incendies. La première cause que personnellement j'ai inventoriée parce que j'ai fait le constat moi-même en partant aider une église qui venait d'acquérir une concession en ville. Il fallait qu'on refasse l'installation électrique. Donc la première raison, c'est la vétusté du matériel électrique, la vétusté des installations électriques que nous avons. La plupart des bâtiments ici en ville ont des installations que les Belges avaient laissées. Donc quand vous montez dans les plafonds, il y a des toiles d'araignée qui sont constituées non pas par les fibres des toiles, mais par les câbles électriques et les différents fils électriques, surtout que le Congolais sait comment bricoler. La deuxième raison, c'est l'entreposage des produits inflammables dans certains dépôts. Et lorsqu'on parle d'un produit inflammable, il suffit juste d'une étincelle pour que l'incendie prenne. Récemment, si je peux prendre celui-là comme exemple, on se pose la question d'où est venu l'incendie de Djambo, Marthe. Vous savez, ils vendent une marmaille des produits, dont les produits cosmétiques. Il y a même certains produits chimiques qui seraient dans leur rayon. La mauvaise conservation avec un climat malsain, il y a certains produits volatiles qui se dégagent des différents récipients. Comme ils sont volatiles, en même temps, ils sont inflammables avec une petite étincelle électrique. Vous savez, par exemple, lorsqu'il y a coupure de courant, et quand on rétablit le courant et qu'il y a du matériel qui était branché, ou bien il y a des endroits des fils où on a attaché les fils sans les protéger avec des bandes adhésives, cette étincelle suffit pour provoquer un incendie. Il y a aussi des incendies d'origine mystique, ça il faut le dire, d'origine satanique.
Là, c'est parfois les auteurs qui font des sacrifices. C'est parfois la famille qui sait que chaque année nous devons faire un travail. Ils provoquent cela parce que après ils vont renouveler leurs fonds, ils vont renouveler leur stock et ils deviendront de plus en plus forts en termes des finances. Une autre raison plutôt, c'est le manque de maintenance et de suivi. Vous savez, dans notre culture, ça n'existe pas. Nous devons normalement avoir dans notre ville une équipe de maintenance des différents circuits électriques et une équipe de contrôle, une brigade de sécurité qui vont, par exemple, le service de l'environnement, quand ils passent pour les enquêtes commodo, enquêtes incommodo, ils doivent aussi se rassurer est-ce que les bâtiments est sécurisé sur le plan des incendies. Une autre raison majeure, c'est le manque de connaissances, le manque d'informations de la population. Ils ne connaissent pas quelles sont les causes des incendies. Ils ne connaissent pas comment éviter les incendies, comment prévenir les incendies. Voilà les quelques causes que moi, en tant que scientifique, je peux inventorier et le faire connaître à la place publique. Alors, une fois que l'incendie a été déclaré, qu'est-ce qu'il faut pour être efficace en termes de réduire les cas de débordement? La première des choses, et ça il faut que les gens apprennent. Si vous m'aviez averti avant, nous aurions peut-être fait une petite expérience avec moi. Je crois qu'on va le faire juste après cette prise de vue. Nous allons faire cette petite expérience. On a tendance, lorsque les flammes ont commencé, on a tendance à verser de l'eau. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qui a provoqué cet incendie. Si c'est un produit volatile tel que je l'ai expliqué, ajouter de l'eau à ce produit volatile, c'est accentuer ces flammes. La première des choses qu'il faut faire, c'est ainsi que vous voyez sur certaines stations de service pour la vente des carburants, il y a des bacs, il y a du sable. Le sable est mieux pour étouffer la source de la flamme. Vous jetez beaucoup de sable. Si vous n'avez pas de sable, vous ramassez même la poussière qu'il y a sur la route, dans la parcelle. Vous allez jeter pour essayer de maîtriser. Maintenant, quand vous savez que vous avez essayé de maîtriser les grandes flammes, vous pouvez maintenant recourir à de l'eau. Okay. Tu vois? Inawaka. Maintenant, nani ya kwanza? Sasa non, tumwange momai. Regardez. Donc, c'était une petite source, mais en voulant verser de l'eau, ça s'est éparpillé. Voilà ce que les gens ne doivent pas faire. Mais, papa, béa boulongo, béa boulongo. Béa boulongo. Chabali, béa boulongo, béa boulongo. Apa, béa boulongo. Tout pied, fais ça tout. Et ici, je voudrais faire une proposition que les services de l'État qui sont préposés à sécuriser la population à tout point de vue, entre autres la mairie, le gouvernement provincial, le service et le ministère de l'Environnement, ils doivent avoir des camions anti-incendie et exiger dans les grands magasins, les grands édifices de la ville et même dans certaines maisons d'habitation, les extincteurs. Les extincteurs, nous devons en avoir avec des produits en poudre qui peuvent nous aider à intervenir pour donner les premiers soins en cas d'incendie. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une organisation de telle envergure. Nous, en tant que population, en tant qu'acteurs politiques, en tant que pasteurs, nous voulons que ça puisse réussir, ça puisse aboutir. Nous l'accueillons avec ferveur, mais nous voulons qu'il y ait des réalisations et non pas des promesses. Et c'est qu'il faudra qu'on puisse se référer aux erreurs du passé pour corriger le présent. Et dans cette démarche, qu'on regarde les compétences, qu'on ne puisse pas mettre dans la structure les fraternités, qu'on ne puisse pas mettre dans cette structure les mutualités, qu'on ne puisse pas mettre les regroupements à caractère tribal, mais qu'on puisse se focaliser sur la formation des individus qui doivent travailler là-dedans,
sur la qualité du personnel qui va être engagé à cette fin et aussi sur les compétences et l'expérience. Je vais donner un petit exemple pour que vous compreniez qu'est-ce que signifie la compétence et l'expérience. Vous allez prendre votre petit frère parce qu'il est au chômage et vous avez une occasion de lui donner de l'emploi. Il n'a jamais fait l'électricité. Il n'a jamais étudié, il n'a même jamais lu quelque chose sur l'électricité, ni suivi un documentaire. Vous lui dites, non, nous avons connu une coupure de courant brusque, alors que chez tous les voisins, le courant est en train de passer. Est-ce que tu ne peux pas intervenir? Alors lui, il sait que seulement que non, il faut connecter deux fils. S'il y a un fil qui a été brûlé parce que la tension était élevée, il faut remplacer. Est-ce qu'il connaît la section du fil qu'il doit utiliser? Est-ce qu'il connaît la résistivité du fil qu'il doit appliquer? Et quelle est la longueur du fil qu'il doit acheter pour remplacer et maintenir le circuit électrique en sécurité? Il ne le connaît pas. Il n'a pas d'expérience. Alors il va prendre une section de 1 mm, il va aller l'attacher avec une section de 0,2 mm. Ce qui fait que à chaque fois, même si on rétablissait le courant, la section de 0,2 mm va être comme infusible parce que la tension est élevée. Lorsque le courant veut passer, lui ne supportant pas cette force-là, il va céder et il y aura toujours des coupures. Voilà ce que nous appelons compétence et expérience. C'est nécessaire qu'on se focalise sur ces choses, non seulement dans ce domaine de lutte contre les incendies, de lutte contre les feux, dans tous les systèmes para-étatiques, dans tous les systèmes étatiques, dans la vie sociale des individus, ça doit être basé sur les compétences et l'expérience. Alors, parlant d'une infrastructure anti-incendie, de quoi il est vraiment question? Vous savez, et c'est là que je disais, nous espérons que ça va se réaliser et ça va apporter satisfaction. Il faut d'abord avoir des bâtiments, donc un espace propre à eux. Ils doivent avoir des routes propres à eux parce que ce sont des véhicules qui doivent, c'est un personnel qui doit être mobile à tout moment et on doit leur faciliter des champs d'accès faciles lorsqu'ils doivent intervenir. Ils doivent avoir un choix automobile diversifié. Ils doivent avoir des camions anti-incendie, ils doivent avoir des jerks, ils doivent avoir des chariots élévateurs, ils doivent avoir des chaînes, il y a des cordes, il y a beaucoup de choses. Ils doivent avoir des extincteurs, ils doivent avoir des produits d'intervention rapide, ils doivent également avoir des trousses de secours parce que les pompiers devront être formés à donner même les premiers soins lorsqu'ils évacuent les habitants d'un hôtel par exemple qui a pris feu. Ils doivent les stabiliser avant que le personnel médical intervienne. Donc, ils doivent avoir des trousses de secours, ils doivent avoir un personnel qualifié qui doit être sélectionné au recrutement, ils doivent avoir, comment je pourrais dire, même des aires de jeu, des aires de récréation où c'est aéré pour qu'ils fassent un travail solide et efficace. Il doit avoir une police d'intervention à l'intérieur de cet équipement. Et qui dit police d'intervention, c'est du matériel spécialisé. Il y en a beaucoup, donc il y a une infrastructure et une logistique qui va demander beaucoup d'investissement. Et nous croyons qu'ils vont atteindre le level international ou bien les standings internationaux, ce qu'ils appellent standard. Est-ce qu'ils auraient raison de dire que ça sera la première structure en République démocratique du Congo? Non, peut-être une structure de ce genre avec une connotation un peu large. À l'époque, quand nous avons été enfants, ces structures existaient dans les entreprises comme la SNCC, les entreprises comme la RVA, les entreprises comme la GECAMINE. Et c'était structuré, ils avaient des équipements en son temps. Avec l'avancée technologique aujourd'hui, je crois qu'eux, ils pourront innover et ils vont aller au top. Un mot par rapport aux idées innovatrices du nouveau maire de la ville. D'abord, c'est le féliciter pour ses idées innovatrices et aussi l'encourager et lui donner un conseil de ne pas aller dans les chemins battus. Que l'actuel maire de la ville évite de chausser
les pantoufles des vieux, qu'il évite d'entrer dans les chaussures de ses prédécesseurs et qu'il focalise son travail sur les objectifs qu'il s'est assignés avec le gouvernement et les objectifs personnels en tant que maire, parce que c'est déjà une grande innovation qui ne s'arrête pas seulement dans le domaine de lutte contre les incendies. La ville a des problèmes d'insalubrité, il y a des maladies dues à cette insalubrité, qu'il puisse également élargir son focus sur comment améliorer la salubrité au niveau de la ville. Il a plusieurs défis auxquels il est soumis, mais je lui donne des conseils d'avoir des priorités. Voilà le mot que je peux adresser au maire de la ville. Et en tant que pasteur, quelle que soit son obédience, qu'il n'oublie pas que sans Dieu, il ne peut rien faire. Monsieur Désiré Moussassa, nous vous disons merci. Je partage votre joie. Merci beaucoup d'être venu.